Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la lutte entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine revêt une telle importance mondiale. C'est un conflit de vision. L'OTAN suppose que son issue déterminera le sort de son idéologie centrale, à savoir la croyance que l'expansion des valeurs libérales conduira à la paix et à la prospérité mondiale. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, cela est devenu la croyance déterminante et la mission centrale de l'OTAN. Les BRICS supposent également que l'issue de cette guerre déterminera le sort de leur idéologie centrale, la croyance que la diversité culturelle et politique est la clé de la paix et de la prospérité mondiale. Leur croyance déterminante et mission centrale réside de plus en plus dans l'institutionnalisation de la multipolarité civilisationnelle. Je soutiens que la multipolarité civilisationnelle, que j'appelle l'idéologie des BRICS, est plus sophistiquée que la plupart des analystes ne le supposent, car elle emprunte beaucoup au concept de démocratie souveraine que la Russie a poursuivi sur le plan intérieur depuis le début des années 2000. Merci Pascal. Merci chers collègues d'être venus écouter nos efforts chez Wisdom. J'ai légèrement modifié mes remarques. Elles ne traitent pas beaucoup spécifiquement de l'Ukraine, mais j'espère qu'elles ajoutent quelque chose au contexte plus large. Elles s'intitulent maintenant « Neutralité, sécurité et réalisme civilisationnel, une énigme avec des leçons pour la Russie et l'Ukraine ». Et c'est l'un des auteurs du concept de réalisme civilisationnel auquel je ferai référence. On peut soutenir que l'ambition stratégique des grandes puissances régionales comme la Russie est d'empêcher l'émergence d'un hégémon mondial en promouvant la non-alignement global. Et pourtant, son identité est à bien des égards liée à la domination dans sa propre sphère d'intérêt. Un État civilisationnel autoproclamé, comme la Russie ou tout autre, peut-il définir sa sphère d'intérêt d'une manière qui ne soit pas menaçante pour les autres? Une partie de la réponse peut résider dans la manière dont des puissances régionales moindres comme l'Ukraine perçoivent la neutralité. Lorsqu'elles se tournent vers la neutralité comme stratégie de sécurité, ces États font face à un choix difficile. La neutralité passive leur permet de servir de zone tampon où des puissances rivales peuvent se désengager, au moins temporairement. Ou bien, elles pourraient adopter une neutralité assertive et jouer les puissances rivales les unes contre les autres en changeant constamment d'allégeance. Les deux stratégies renforcent l'autonomie politique nationale, un attribut essentiel, dirais-je, de la souveraineté. Mais la neutralité passive ou assertive est-elle compatible avec les structures d'alliances occidentales comme l'OTAN et l'UPOWER? Comme nous l'avons vu dans le cas de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Turquie, beaucoup considèrent la neutralité comme étant en contradiction avec les valeurs de l'Alliance et donc comme une menace potentielle pour elle. Ainsi, la neutralité pose un dilemme. D'une part, la capacité de poursuivre des politiques qui reflètent les valeurs culturelles et politiques distinctives de la nation est un aspect essentiel de la souveraineté nationale. Mais trop d'indépendance pourrait affaiblir le bouclier de sécurité offert par l'Alliance et la rendre vulnérable aux menaces de voisins agressifs. Parfois, la critique adressée aux dissidents, comme la Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, est simplement que leur déloyauté sape la sécurité de l'Alliance. Mais cela repose à son tour sur l'idée que l'OTAN reflète une identité civilisationnelle distinctive et que les avantages sécuritaires découlant de l'adhésion obligent les nations à accepter cette identité civilisationnelle libérale spécifique. Cette identité civilisationnelle libérale n'est plus limitée aux frontières culturelles de l'Europe. Elle est supposée s'étendre à l'échelle mondiale, ce qui rend l'expansion de l'OTAN, et je cite, «
pour inclure le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines et tout autre pays démocratique comme l'Argentine, si elle exprime le souhait de rejoindre. » Fin de citation. Comme suggéré dans une lettre ouverte récente, signée par plus de 100 anciens et actuels responsables politiques et militaires, cela représente la réincarnation de facto de ce que Francis Fukuyama a autrefois qualifié de fin de l'histoire. Pendant ce temps, les pays des BRICS promeuvent une vision très différente de la relation entre souveraineté et sécurité, qui offre plus d'espace pour la neutralité politique et des valeurs. Alors que l'OTAN présume que les idéaux culturels et politiques des États doivent se conformer sous peine de compromettre la sécurité mondiale, l'Alliance BRICS repose sur l'idée que c'est la diversité politique et culturelle plutôt que l'unanimité qui renforce la sécurité mondiale. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la lutte entre la Russie et l'Occident au sujet de l'Ukraine revêt une telle importance mondiale. C'est un conflit de vision. L'OTAN suppose que son issue déterminera le sort de son idéologie centrale, à savoir la croyance que l'expansion des valeurs libérales conduira à la paix et à la prospérité mondiale. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, cela est devenu la croyance déterminante et la mission centrale de l'OTAN. Les BRICS supposent également que l'issue de cette guerre déterminera le sort de leur idéologie centrale, la croyance que la diversité culturelle et politique est essentielle à la paix et à la prospérité mondiale. Leur croyance définissante et mission centrale reflète de plus en plus l'institutionnalisation de la multipolarité civilisationnelle. Je soutiens que la multipolarité civilisationnelle, que j'appelle l'idéologie des BRICS, est plus sophistiquée que la plupart des analystes ne le pensent, car elle emprunte beaucoup au concept de démocratie souveraine, que la Russie a poursuivi sur le plan intérieur depuis le début des années 2000. Au départ, il n'y avait pas de composante de politique étrangère à la démocratie souveraine, puisque la Russie était alors engagée dans une intégration à l'Ouest. L'espoir que la démocratie souveraine puisse servir de moyen pour ancrer la Russie en Occident a survécu pendant une décennie, mais lorsqu'il a été abandonné, c'est l'accent mis sur la souveraineté qui a permis à la Russie de passer en douceur d'une politique étrangère pro-occidentale à une politique de multipolarité civilisationnelle. Depuis 2022, la Russie a en outre commencé à se définir comme un État civilisationnel. Le sens de ce terme évolue encore, mais un universitaire qui a réfléchi profondément à la relation entre civilisation, multipolarité et sécurité est le professeur Boris Meshchev de l'Université d'État de Moscou. Meshchev soutient que l'internationalisme libéral est philosophiquement en désaccord avec le réalisme en politique étrangère, et que cette incompatibilité empêche la résolution de nombreux conflits à travers le monde. Le défi auquel sont confrontés les dirigeants mondiaux est de savoir comment empêcher cette tension de dégénérer en un conflit qui engloutirait le monde entier. Meshchev suggère qu'il existe un cadre dans lequel ce conflit n'a pas besoin de devenir existentiel. Il appelle ce cadre le réalisme civilisationnel. Les réalistes civilisationnels croient que le système international actuel ne survivra pas à l'affrontement entre un libéralisme qui justifie l'usage de la force pour faire soumettre les États à un cadre moral universel et un réalisme qui justifie l'usage de la force pour assurer la survie de chaque État individuel. Ces deux visions conduisent à des conflits qui persistent, s'approfondissent et finissent par franchir les frontières nationales. Le libéralisme devrait donc se reconcevoir comme une voie parmi d'autres, plutôt que comme la seule voie légitime pour toute l'humanité.
Renoncer à la prétention du libéralisme à une autorité morale universelle est la clé de la stabilité et de la paix mondiale, car l'impérialisme libéral est devenu lié aux efforts pour établir l'hégémonie occidentale dans les domaines militaires, politiques et économiques, qui reposent tous sur la revendication de la supériorité morale des valeurs libérales occidentales. Le réalisme doit également être repensé afin que la souveraineté et le pouvoir ne servent plus de justification morale absolue pour les actions des États. Au lieu de cela, un système étatique nouvellement conçu devrait adopter le postulat philosophique de la multipolarité, dans lequel la neutralité des valeurs est le summum bonum. Et ainsi, même les pays au système de valeurs incompatibles doivent apprendre à coexister. Une telle transformation est-elle plausible? How plausible is such a transformation? Mirzoev is cautious, saying that it would be, quote, a major... Mirzoev est prudent, affirmant que ce serait, je cite, un bouleversement majeur dans le système des relations internationales. Fin de citation. Mais il existe un précédent historique. Au XVIIe siècle en Europe, des dirigeants épuisés par près d'un siècle de guerres incessantes ont choisi de réduire le rôle des valeurs religieuses dans les affaires internationales. Je crois que ce que les réalistes civilisationnels demandent est en effet un nouveau traité de Westphalie qui, comme son prédécesseur, mettrait fin à la prolifération des guerres fondées sur les valeurs. Le but du réalisme civilisationnel, dit Mirzoev, est de rendre la multipolarité fonctionnelle, de l'institutionnaliser comme la représentation de pôles civilisationnels divers, chacun avec sa propre sphère d'influence culturelle et politique. With its own cultural and political sphere of influence. To get there, he says, we must, quote, pour y parvenir, dit-il, nous devons, je cite, remplacer le langage politique dominant des relations internationales. Fin de citation. Cela peut sembler tiré par les cheveux, jusqu'à ce que l'on se souvienne que c'est aussi l'appel de l'une des écoles de théorie des relations internationales les plus connues en Occident, le constructivisme social, qui soutient que de nouvelles opportunités politiques peuvent émerger du choix par l'élite d'un nouveau langage politique. Par conséquent, remplacer le langage politique dominant pourrait commencer par diagnostiquer notre malaise mondial comme étant dû à la fragmentation et suggérer un nouveau discours politique qui envisage une société mondiale enracinée dans des idéaux communs, des identités partagées et des significations communes, évitant ainsi les écueils du libéralisme et du réalisme, qui mènent tous deux à une pensée binaire. Toute solution constructiviste sociale, cependant, prendra des générations à mettre en œuvre, et le monde n'a peut-être pas autant de temps. Je voudrais donc l'avoir associé à la sagesse diplomatique de bon sens, ce que l'on appelle l'école anglaise de diplomatie, et à la neutralité. Comme le réalisme civilisationnel, l'école anglaise affirme l'importance de la diversité des valeurs. Cette diversité exige que les nations renforcent ce que l'école anglaise appelle la société mondiale, qui est définie comme l'arène d'interaction où les intérêts nationaux se chevauchent. Les efforts pour isoler une nation quelconque sont considérés comme irresponsables et dangereux, car ils déchirent le tissu même de notre société mondiale. La tâche appropriée des diplomates peut donc être mieux comparée à celle d'un conseiller matrimonial, où le divorce n'est tout simplement pas une option. Alors, comment la neutralité s'intègre-t-elle? Je crois que la neutralité, surtout en ce qui concerne les valeurs, s'intègre bien dans le cadre du réalisme civilisationnel. Comme je l'ai suggéré plus tôt, la neutralité est un concept problématique, dans la mesure où elle promeut des valeurs nationales, culturelles et politiques distinctives. Elle peut potentiellement rendre les nations moins sûres. La souveraineté politique et des valeurs, l'indépendance de facto, sont donc toujours en tension avec la sécurité nationale. Mais comme l'école anglaise aime le souligner, le système moderne des États-nations doit beaucoup à l'idée que dans une société saine, les valeurs religieuses ne devraient pas seulement être séparées de la politique, mais aussi rivaliser avec elle en importance.
also rival it in importance. This ancient notion that our Cette notion ancienne, selon laquelle nos valeurs les plus profondes ne dérivent pas de la politique, mais transcendent la politique, est ce qui a finalement permis aux dirigeants d'adopter la neutralité à l'égard des valeurs, même religieuses, plutôt que de se battre à mort pour elles. Cela a finalement conduit à la paix de Westphalie, à la fin de la guerre de 30 ans, et à l'émergence subséquente de l'Europe en tant que puissance mondiale pour les 3 siècles suivants. Nous avons cruellement besoin de retrouver ce type de neutralité aujourd'hui si nous souhaitons éviter une autre confrontation mondiale sur les valeurs qui ferait pâlir la dévastation causée par les guerres de religion en Europe il y a si longtemps. Merci. In Europe so long ago. Thank you.